Bonjour, bon après-midi, bonne soirée où que vous soyez et bienvenue sur cette session TechNet. Aujourd'hui, nous allons parler des méthodes alternatives de la validation de l'élimination du tétanos maternel et néonatal en contexte de conflits armés et dans d'autres environnements à accès limité. Vous pouvez écouter cette session en anglais et en français. Par défaut, c'est en anglais. Vous pouvez sélectionner français. Pour ce faire, veuillez utiliser la boîte d'outils en bas de la fenêtre Zoom. Sélectionnez, cliquez sur le globe, sur l'icône globe et sélectionnez la langue dans laquelle vous souhaitez écouter cette session. Donc, français, enfin French. Maintenant, je vais répéter en français pour notre audience francophone. Bonjour et bienvenue à cette session. Vous pouvez écouter cette session en français. Pour ce faire, cliquez sur l'icône en forme de globe qui est dans la toolbar de votre fenêtre Zoom et choisissez la langue dans laquelle vous voulez écouter cette session. Nous serions ravis de savoir qui nous rejoint aujourd'hui. Alors, n'hésitez pas à vous présenter dans le chat. Nous serions ravis de savoir qui vous êtes, dans quel pays vous êtes basé et peut-être également l'organisation pour laquelle vous travaillez. Ce serait fantastique. Donc, merci d'avance. Vous pouvez également utiliser la boîte de chat si jamais vous avez des problèmes techniques. Je vais faire de mon mieux pour vous aider si jamais vous ne pouvez rien entendre. Donc, faites-moi savoir, je vais faire de mon mieux. Si vous avez des questions pendant la présentation, utilisez la boîte de chat. C'est l'icône Zoom qui dit questions et réponses. C'est la même que j'ai mentionnée plus tôt, la même boîte d'outils. Vous pouvez poser vos questions à n'importe quel moment. Et que vous, si quelqu'un parle, par exemple, dans la présentation, vous avez une question, n'hésitez pas à poser votre question. On y répondra après la session, pendant la session de questions-réponses. Vous avez dû recevoir normalement un document d'ailleurs de questions et réponses de ma part hier pour avoir une idée des questions qui ont déjà été auxquelles on a déjà répondu par le passé. Enfin, cette session est enregistrée. La semaine prochaine, ou plus tard la semaine prochaine, nous allons partager un lien vers l'enregistrement. J'espère que vous allez bien aimer cette session et je vais passer la parole à Nassir. Nassir, la parole est à vous. Oui, merci beaucoup, Alex. Bonjour et bienvenue sur cette session webinaire. Je m'appelle Nassir Youssouf. Je travaille donc pour l'élimination du tétanos néonatal et maternel à Genève pour l'OMS. Et je travaille avec divers collègues pour le renforcement du programme de l'OMS, au siège de l'OMS. Nous sommes avec Alejandro Ramirez, qui fait également partie de cette équipe ici, Amadi Jacobo, qui est le responsable d'équipe au siège de l'UNICEF à New York. Et maintenant, je vais passer la parole à Diana Chang qui va nous faire quelques remarques d'introduction et parler de l'ordre du jour de la session. C'est à vous, Diana. Merci beaucoup, Nassir, pour cette présentation. Je suis ravie de voir tant de collègues présents pour cet appel. Je pense que nous avons une session très intéressante qui va commencer. Ce serait d'ailleurs fantastique d'avoir votre participation, vos contributions pour stimuler la conversation. En termes donc de contexte, pourquoi nous sommes tous là aujourd'hui? Nous sommes arrivés à un point où 49 des 59 euh, pays à haut risque de tétanos ont réussi à atteindre l'élimination depuis 2024. Décembre 2024, nous avons encore 10 pays qui n'ont pas été validés au niveau de l'élimination. Et certains d'entre vous sont dans l'appel, c'est l'Afghanistan, l'Angola, le Nigeria, le Pakistan, la Somalie, le Soudan du Sud. Certains, certains de ces pays sont en phase d'élimination et ça a été éliminé dans certaines régions, mais pas pour tout le pays. Beaucoup de ces pays ont utilisé des façons innovantes d'accéder à la population.
euh, en utilisant différentes ONG, différentes stratégies pour atteindre les personnes difficiles à atteindre. Mais comme beaucoup de ces pays ont un accès limité à ces domaines, accès limité, et qu'ils ont besoin d'aide pour, par exemple, les enquêtes. Il y a des problèmes parfois à cause de conflits armés, il y a des risques de sécurité. Ça devient donc très difficile de continuer avec une évaluation qualité de la façon dont elle serait faite traditionnellement au cours de la dernière décennie. Donc, cette session, vraiment, et pour la sensibilisation des participants au travail qui se déroule depuis 2020 pour identifier des méthodes alternatives au LQA, c'est-à-dire l'enquête que nous faisons dans les foyers. Il y a un groupe d'experts qui inclut l'OMS, l'UNICEF, CDC, le GSI et également certains anciens collègues que vous connaissez déjà bien. Nous avons diverses revues de littérature, des rapports techniques avec des connaissances d'experts pour identifier les méthodes alternatives possibles pour remplacer les enquêtes porte-à-porte habituelles. Ces stratégies alternatives ont été présentées à l'OMS, au comité de conseil pour la vaccination de l'OMS, afin d'évaluer les avantages et les inconvénients de ces quatre méthodologies potentielles, afin d'attendre les endroits, par exemple, qui sont limités en termes d'accès pour effectuer ces études. Et la présentation que nous avons pour vous aujourd'hui, c'est pour vous sensibiliser à ces quatre méthodes qui ont été présentées, en se concentrant particulièrement sur les deux méthodologies qui ont été acceptées pour être utilisées en Irak. Nous n'avons pas encore beaucoup d'expérience avec ces nouvelles méthodologies. Donc, aujourd'hui, nous allons partager ce que nous avons appris pour le moment. Si je vais vous parler un petit peu maintenant de la façon dont le webinaire va se dérouler, les prochaines 45 minutes, vous allez rester assis, par exemple, boire un café, une boisson, et ça va être très riche avec beaucoup d'informations. Nous allons parler des quatre méthodologies qui vont être présentées, et ça va être très intéressant pour moi y compris. C'est une session en profondeur qui explique une synthèse qui explique ces méthodologies. Il y aura une présentation PowerPoint par Nassir également sur les deux options qui ont finalement été adoptées, acceptées. Ensuite, nous allons ouvrir aux questions. Il y a déjà des questions d'ailleurs qui commencent à arriver avant le début du webinaire. Ensuite, on va passer la parole à Amadou, qui est le responsable côté UNICEF pour cette initiative, et il va résumer un petit peu les points forts et ensuite nous allons fermer et j'espère que nous allons finir dans les temps. Donc maintenant, je vais passer la parole à Alex pour commencer sur la session en profondeur. Merci. Bienvenue sur cette présentation en profondeur. Donc, nous ne ciblons pas seulement les maladies pour réussir à obtenir l'élimination du tétanos maternel et néonatal. C'est très important, ça veut dire qu'un pays est sur la bonne voie. Et ce qu'on veut dire aujourd'hui, ce dont on veut parler aujourd'hui, c'est comment est-ce que les pays font pour atteindre ce but. En particulier quand les choses sont difficiles, quand il y a des circonstances difficiles. Oui, les circonstances difficiles, c'est un point clé parce que l'élimination et la validation ne sont pas faciles. Non, il y a par exemple un cas de tétanos néonatal par 1000 naissances dans chaque district. C'est en demander beaucoup. Et vu que la méthode de l'OMS, de l'évaluation de l'OMS, demande de répondre à certains critères, c'est compliqué. Donc, qu'est-ce que l'OMS veut? Tout d'abord, bien sûr, il faut que le rapport dise que ce soit au-dessous du sol. Ensuite, il faut des preuves d'avoir des services forts. Par exemple, avoir des assistants maternels néonatales, des sages-femmes, prouver une couverture administrative, prouver la couverture vaccinale. Il y a d'autres façons également, par exemple des campagnes
Par exemple, s'ils peuvent montrer qu'il y a eu trois grosses campagnes de vaccination avec des activités d'immunisation supplémentaires ou SAI, ont atteint 80% des femmes en âge de se reproduire avec deux doses ou plus. D'accord, donc ça, ce sont les vérifications initiales, mais nous, aujourd'hui, on veut se concentrer sur ce qui vient après. Comment est-ce qu'on valide cela avec des preuves qui sont vraiment solides, en particulier dans le cas de conflits armés, des problèmes de sécurité? Oui, donc dans ces situations compliquées, qu'est-ce que les experts recommandent? D'accord, voyons en profondeur. Quelle est l'étape principale? L'étude principale, ce qu'on fait depuis le début, l'option 1, euh, ça, c'est une prévalidation. C'est ce qu'on appelle un LQA, une enquête LQ, LQASCS. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est une enquête de cluster, c'est une technique particulière d'enquête qui se concentre sur les décès. Oui, en particulier sur le taux de mortalité néonatale et maternelle. Donc, ça se concentre sur les décès. Donc, donc un décès par 1000 naissances. Donc, en se concentrant sur les décès, ça permet de se concentrer sur les objectifs. Donc, la prévalidation, qu'est-ce que c'est? La prévalidation, c'est très important parce que même si un pays répond aux critères de l'OMS sur le papier, on doit se concentrer sur les districts qui sont peut-être un petit peu en arrière, un petit peu en retard. Donc, on se concentre en particulier, on essaye de voir les districts qui sont le plus à risque. Donc, ils disent, par exemple, si on peut prouver l'élimination dans les endroits les plus compliqués, alors on peut avoir confiance dans les résultats du pays complet. Oui, c'est la logique. Et qu'est-ce que c'est donc une prévalidation dans ces districts? Les équipes vont dans les quartiers, et ils visitent des établissements de santé, voient un petit peu tout ce qu'ils peuvent trouver. Ils font une évaluation rapide de la communauté, généralement en regardant deux grandes communautés, et ils regardent les chiffres et ils les comparent à ce qu'ils voient et qu'ils entendent. Donc, ce qui se passe vraiment. Donc, si la prévalidation se passe bien dans ces districts compliqués, c'est là qu'il y a vraiment la grosse étude, la LQASCS. Oui, c'est ça, c'est la séquence. Donc, l'enquête est effectuée dans les districts les plus à risque. Et si cette enquête passe et montre que le taux de mortalité est en dessous de un décès par 1000 naissance, alors là, oui, le pays est validé. Oui, le pays est validé, mais si l'enquête ne réussit pas, ça veut dire qu'il faut plus de travail, des mesures correctives et ensuite probablement refaire la prévalidation plus tard. Donc, quels sont les avantages et les inconvénients? L'avantage, c'est que c'est bien établi. La plupart des pays validés utilisent ça. Et en plus, ça évite, ça permet de vraiment calculer les décès. Oui, et la sensibilité dépend. C'est de 60% à 83%, par exemple, en Bangladesh, mais les spécificités, la capacité d'identifier l'antidécès, les décès liés au tétanos, ça dépend vraiment. Par exemple, au Pakistan, c'est 85%. C'est bien d'éviter les faux positifs et de pouvoir vraiment calculer le vrai taux de mortalité lié au tétanos. D'accord, mais il doit y avoir des inconvénients, par exemple des inconvénients, ce qui fait qu'on dit d'alternatifs. Le principal, c'est l'invisibilité de cette étude LQASCS, cette enquête, parce que les équipes doivent aller dans beaucoup de districts, beaucoup de clusters dans différents domaines. Et pour avoir les données, ils doivent interviewer des familles qui représentent, par exemple, peut-être 2500 en naissance. Ça peut être un très gros risque sécuritaire hein, pour une équipe, hein, s'il y a beaucoup d'exposition également. D'accord, donc vu les risques, quels sont les avis sur l'option 1? Utiliser cette étude quand c'est possible, si la situation le permet, même si ça veut dire attendre, c'est la méthode de préférence. La sécurité peut s'améliorer plus tard, ce serait peut-être mieux de délayer, retarder la validation. Donc l'option 1, c'est celle à faire si c'est faisable, d'accord. Et donc l'option 2, la prévaluation, mais sans le LQACS. Donc on fait le processus, on trouve les endroits les plus à risque et on évalue. On voit si, par exemple, c'est compatible. La dissociation se prend vraiment selon les enquêtes de prévalisation. Vous avez mentionné que le Pakistan était un endroit où c'était peut-être considéré, oui, ça a été suggéré comme exemple, hein, et ça s'adresse directement à ce problème sécuritaire, hein.
Donc, l'avantage principal, c'est la sécurité. C'est vraiment réduire l'exposition pour l'équipe. Oui, ça réduit vraiment plutôt de 100 ou plus clusters. On parle de deux districts, quelques établissements, quelques établissements par communauté pour les trois, quatre endroits à risque. C'est beaucoup plus gérable. Oui, beaucoup plus gérable, surtout si on peut utiliser, par exemple, du personnel local, avec peut-être des experts à distance pour le contrôle qualité. Ça rend les choses plus possibles là où c'est trop dangereux d'utiliser l'option 1. Oui, ça a été utilisé sur une base limitée, par exemple aux Philippines, dans les régions, la région Somalie de l'Éthiopie, ça a été utilisé. Donc, OK, c'est plus de sécurité. Mais la grande question, si l'enquête ne mesure pas vraiment le taux de décès, est-ce que vous avez vraiment confiance en résultat? Oui, ça c'est vraiment un point important, mais les données sont importantes. Il y a 60 euh, nous pensons par exemple que la confidence dans ces données a été atteinte dans 71 de 76 des cas d'enquête. Donc ça donne des valeurs prédictives d'environ 93,4%. Donc on pense que si on pense qu'un district a des bons résultats, c'est probablement ça. C'est probablement correct. D'accord. Stick, mais si ça dit que c'est un faux positif, ça c'est difficile à savoir parce que souvent il n'y a pas eu d'enquête si on n'a pas fait la prévalidation. On ne peut pas calculer la sensibilité des données selon la prévalidation seule. Mais par exemple, le risque de problème pour la santé publique en cas de faux positif est assez faible parce que sinon les enquêtes vont continuer de toute façon. On n'arrête pas, les interventions vont continuer. D'accord, donc des bonnes prédictions positives et plus en sécurité, quels sont les problèmes? Le problème, c'est qu'on ne mesure pas vraiment les décès liés au tétanos. On fait confiance à la prévalidation pour vraiment prédire ce que l'enquête aurait trouvé. D'accord, donc c'est vraiment basé c'est un jugement. Oui, c'est un jugement basé sur des preuves, mais c'est un jugement. Donc, quelles sont les recommandations officielles? Les recommandations officielles sont de l'utiliser, mais seulement si on peut faire confiance à la prévalidation et qu'il y a des problèmes de sécurité. Donc, c'est des conditions très spécifiques. Et il faut vraiment une coordination internationale forte avec une assistance à distance. Et ça écho également l'idée d'attendre si le conflit se termine bientôt et que peut-être le conflit se terminera bientôt. Pour avoir plus de preuves, par exemple. D'accord, c'est une solution pragmatique pour les endroits difficiles. D'accord, donc maintenant passons à la suite. L'option 3 est très différente. Donc c'est basée sur la campagne vaccinale, pas d'enquête du tout. C'est quand même l'option 2, que les visites de prévalidation sont considérées comme trop risquées. Donc c'est sur les... Souvent, quand les femmes se font vacciner, c'est basé sur ces campagnes. Donc, vous pouvez même pas envoyer d'enquête du tout. Il faut évaluer les campagnes elles-mêmes hein, à distance. Oui, c'est ça. Donc, on identifie les districts les plus à risque, les trois quatre les plus à risque. Mais après, d'un point sûr, on fait un audit. Un audit de quoi? Donc, un audit de supervision, de monitoring de ces campagnes dans ces districts. On va demander au personnel local, aux ONG, aux personnes qui savent de fait ce qui s'est passé. Et le but de l'audit, c'est de déterminer s'il y a assez de preuves pour montrer qu'il y a au moins une couverture de 80% avec au moins dose de vaccin anti-tétanos pour les femmes en âge de se reproduire dans ces districts. Et si les données suggèrent cela, alors le MMTE peut être validé selon les résultats de l'audit. La validation peut être validée selon ça. Mais ça a l'air d'être un défi parce que ça se repose sur des informations indirectes. Donc, quelle est la logique qui dit que ça peut être acceptable? La logique, c'est que si on utilise toutes les sources d'informations, donc les rapports de campagne, les journaux, les rapports, mais peut-être aussi les téléphones, voir si les vaccins sont arrivés, si les gens les ont acceptés, on peut réussir à avoir une image globalement correcte et ça évite beaucoup de risques. Et ça permet d'intégrer, par exemple, des mécanismes avant. Donc, quels sont les résultats possibles, par exemple? Ce n'est pas juste un chiffre comme une équipe. Non, il y a trois résultats potentiels. Le un, c'est que l'audit montre que la couverture était clairement en dessous 80%, donc pas de validation. Ou deux, les résultats ont l'air bons, mais il y a quand même des problèmes dans les données.
Idéalement, on a besoin ensuite d'une équipe de couverture si la sécurité le permet. La validation dépendra de l'enquête. Ça peut ne pas être possible, exactement. Et trois, l'audit a montré des preuves raisonnables montrant que cette couverture a été atteinte et dans ce cas, la validation de l'élimination peut être effectuée. Il y a pas mal d'incertitudes. Donc, quels sont les avantages et inconvénients? Donc, les avantages potentiels d'informations crédibles avec des risques beaucoup plus bas. C'est aussi assez conservateur, hein. Et le désavantage, c'est que c'est assez conservateur. Ça peut lier à des faux négatifs si les services de routine contribuent de fait de façon importante. Et aussi, ce qui est important, si l'audit ne donne pas vraiment une bonne image et que l'enquête ne peut pas clarifier et qu'il y a des problèmes d'insécurité, vous êtes coincé. Donc, quel est le verdict? It should only be C'est pas considered complètement until it's adopté, genuinely impossible. And with safeguards. mais Absolutely. c'est effectué quand autre chose est impossible. Il faut vraiment, c'est mieux de tester sur le terrain d'abord et tous les résultats utilisés doivent être acceptés par un consultant indépendant et il faut regarder tous les indicateurs également pour le contexte. Donc ça, c'est vraiment le dernier cas possible. Option 4, en utilisant ces grandes études nationales, le DMS, les enquêtes IPI, l'idée est très différente. Là, on ne regarde pas les districts, on regarde les résultats de ces enquêtes qui ont été effectuées dans les foyers à large échelle. Et c'est quelque chose qui a été validé nationalement. Si ça montre que la couverture est à 80% ou plus, euh, dans chaque région du pays. Donc les régions, pas les districts, hein. Oui, donc le niveau infranational, la province ou l'État. Donc c'est un peu intéressant parce que les enquêtes sont généralement faites, oui, et les résultats sont souvent durables, standardisés, il y a des probabilités. On peut également ajouter des tests sanguins pour voir les anticorps contre le tétanos. Donc, si on regarde tout le pays au niveau régional, on n'a plus besoin de faire cette identification dans les districts à risque. Et ça peut montrer que l'élimination a déjà été atteinte peut-être avant qu'il y ait des problèmes dans le pays. D'accord. Alors, pourquoi est-ce qu'on n'utilise pas ça, surtout si les autres méthodes sont très risquées? Le plus gros problème, c'est le niveau de détail. Ces études sont conçues pour les études régionales ou nationales, pas pour le niveau district, qui est fondamental pour la définition de l'élimination, oui, qui est de district par district, oui, exactement. Également, l'insécurité qui empêche les autres enquêtes peut aussi empêcher peut-être ces enquêtes. Et parce que ça couvre tellement de sujets, les compétences des intervieweurs sur les questions de naissance peuvent être très variables et affecter la qualité des données. Alors, hein, qu'est-ce que c'est le mot finalement du groupe d'experts? Ils ont conclu très fermement que ça ne devrait pas être utilisé pour la validation, parce que la lacune, enfin la différence est trop importante entre les résultats potentiels. Mais c'est important d'avoir ces résultats. Oui, c'est très important euh, d'avoir ces résultats quand d'autres résultats ont été validés par d'autres moyens. Et il faut qu'on pouvoir comparer les résultats de la vaccination et les résultats de la couverture actuelle. Donc, ça veut dire maintenant, et l'option 5. L'option 5, l'idée basique, c'est que la validation se déroule si les incidents montrés par le système de surveillance du pays est en dessous de un décès par 1000 naissances par district, hein. Donc, ça a l'air d'être une bonne méthode. Oui, si vous avez un très bon système de surveillance, ça peut être très efficace et très durable. Mais il y a un gros mais. Pour le moment, dans la plupart des endroits, la surveillance est seulement fiable dans des domaines urbains bien développés. Et est-ce que c'est une pratique commune? C'est assez peu sensible au niveau mondial. C'est moins de 11% des cas sont de fait d'élimination sont rapportés. Oui, en plus c'est très spécifique. Les cas de rapport, est-ce qu'on sont liés vraiment au tétanos? On ne sait pas vraiment. On ne sait pas vraiment, et les populations les plus à risque sont souvent celles qui ont le système de surveillance le plus faible. Avoir un bon système, ça demande beaucoup de choses. Il faut pouvoir avoir des bons enregistrements pour tous les cas suspectés, reporter tous les cas, les visites de sites. Ça prend beaucoup de temps, beaucoup de ressources. Donc, pas quelque chose de réaliste pour la validation dans la plupart des pays. Quelles sont les conclusions d'experts? Ça dit que c'est pas une bonne option pour le moment.
peut-être au niveau théorique dans un district avec une très bonne infrastructure où chaque décès lié au tétanos est enregistré. Oui, c'est rare. Donc, les recommandations, c'est de renforcer la surveillance pour avoir des confirmations par d'autres méthodes. D'accord, on a couvert beaucoup de choses, 5 options différentes, chacune avec un équilibre entre des données qui sont pertinentes et fiables et la sécurité des gens dans les zones de conflit. Est-ce qu'on peut récapituler un petit peu les points forts? Oui, option 1, donc LQASCS, c'est celle qui est la plus robuste au niveau des données, mais qui a le plus de risques sécuritaires. Option 2, prévalidation uniquement. Risque beaucoup plus faible, se dépend des évaluations, prédit les résultats et bonne valeur prédictive. Option 3, couverture liée aux campagnes. Utilise des infos indirectes à utiliser en cas d'insécurité extrême. Option 4, utiliser les enquêtes au niveau national. C'est bien pour la durabilité, mais ne vaut pas pour les districts. Option 5, se concentrer sur les décès liés au Ténanov, pour l'instant, n'est pas sensible ni fiable dans la plupart des contextes, mais sert pour le futur. Oui, et quels sont les avis d'experts? Premièrement, utiliser l'option 1 si elle est possible, même si ça veut dire d'attendre une amélioration de la sécurité. Ensuite, si l'option 1 est trop risquée, alors la prévalidation par l'option 2, si c'est faisable, utilisez ça, mais avec un fort contrôle qualité. Ils sont très hésitants sur l'option 3, qui est l'audit SIA, à faire sous des conditions très strictes. Et les options 4 et 5, pour l'instant, ne sont pas considérées pour la validation. Ça donne une image, n'est-ce pas, de la complexité, des risques impliqués pour battre une maladie comme le tétanos, là où dans les endroits où la vie est déjà si précaire. Oui, ça parle vraiment. Ça en dit beaucoup sur le dévouement qu'il faut pour travailler en santé mondiale. Oui, et quand on parle de ces méthodes risquées qui sont nécessaires pour vérifier par exemple, hein, les résultats, qu'est-ce que ça nous dit sur l'engagement, oui, mais aussi sur les gros défis d'atteindre tout le monde partout. Et comment est-ce qu'on fait pour atteindre ce type de validation avec des outils pour développer le système de santé sur le long terme et protéger les générations? C'est quelque chose auquel il faut penser. Merci de nous avoir rejoints pour cette étude en profondeur. Alors, c'était ma première analyse en profondeur générée par IA. J'espère que vous avez apprécié autant que moi et que l'approche un petit peu différente ne vous a pas perturbé. On ne fait pas normalement de podcast, hein. Mais j'espère que vous avez trouvé ça intéressant, la façon dont c'était dit, en particulier vu que ce n'était pas lu par des êtres humains. Pour ceux qui préfèrent avoir quelque chose de visuel, je vais réinviter Nassir à parler. À vous, Nassir. Ok, merci. Et merci pour ce podcast généré par IA. J'ai trouvé que c'était très intéressant. Donc, nous avons parlé des 4 méthodes alternatives. Maintenant, je vais présenter quelques diapositives et pour parler de ces méthodes alternatives, donc pour la validation de l'élimination. Donc voilà la présentation, on va regarder le contexte. Ensuite, on va regarder la méthode de validation de l'élimination du l'utérus maternel et néonatal en zone de conflit et autres endroits à accès limité. On va regarder les méthodes alternatives. Ensuite, on va parler des étapes et des considérations suivantes, des implications pour nous également à l'avenir. Et ensuite, nous aurons une session de questions et réponses. Diapositive suivante. Donc, un petit peu de contexte. Ce, donc, nous pouvons voir la résolution pour éliminer le tétanos néonatal. La résolution a été en 1989, hein, et nous avons inclus le composant maternel ensuite. Et nous avons défini donc le MNTE qui est d'atteindre moins de cas de tétanos néonatal
par 1000 naissances en direct. Et ensuite, bien sûr, on a vou- voulu s'assurer d'accouchements propres avec des sages-femmes ou des personnels de la santé ou des installations de santé qui ont des bonnes compétences. Et ensuite, nous avons renforcé la surveillance liée au tétanos néonatal. Donc, voici donc la méthode de validation standard. Ces images sont pour vous donner une idée un petit peu des zones qui sont vraiment à distance, les zones à accès limité où nous faisons ces évaluations, nous effectuons ces évaluations. Donc, par exemple, il y a au Pakistan, vous pouvez voir en Guinée, vous voyez des gens qui doivent traverser des rivières pour atteindre les établissements. Ce sont des environnements qui posent vraiment des défis. Donc, le LQACS, c'est la recommandation standard de l'OMS pour la validation. Sur les 49 des 59 pays, dans ces 49-50 pays, on a pu la déployer environ 72 fois au Pakistan, au Nigeria, par exemple. Nous avons fait étape par étape plutôt que par district. C'est pour ça qu'il y a des différences. On a identifié les districts avec la moins bonne performance pour la validation, les endroits où nous avons rencontré des défis au niveau sécuritaire. Et ensuite, nous avons formé des équipes pour visiter des clusters sélectionnés de façon aléatoire. Et vous pouvez parfois vous retrouver dans les endroits très éloignés dans un pays. Ensuite, les audits sur la mortalité néonatale sont menés il y a différents domaines où nous faisons cela, par exemple, selon les recommandations de l'OMS. Ensuite, la validation est basée sur les preuves qui sont obtenues. Comme on l'a dit dans le podcast, c'est la limite parce que nous devons voir si le tétanos est vraiment la cause du décès. Il faut qu'on ait accès aux communautés et comme je dis, les communautés sont parfois tellement éloignées d'y atteindre. Vous pouvez voir parfois des gens qui doivent traverser des rivières. C'est une grosse limitation. On a également des défis liés aux conflits armés et d'autres problèmes d'accès, d'autres contextes qui présentent des problèmes d'accès. Par exemple, il y a 10 pays qui n'ont pas encore atteint l'élimination du tétanos maternel et néonatal en décembre 2024. Vous pouvez voir donc les endroits où ils sont. Nous en avons par exemple 4 dans la région d'Afrique, un dans le Pacifique de l'Ouest. Euh, Dans certains de ces pays, par exemple le Nigeria, la Somalie, le Soudan du Sud, l'Afghanistan, la République africaine centrale, euh, il y a eu un certain impact, il y a eu un délai de la mise en œuvre. Donc, sur la diapositive suivante. Donc, comme mentionné, nous avons un groupe d'experts qui a fait des recommandations sur les méthodes alternatives. Depuis février 2023. Le podcast a parlé des cinq méthodes, y compris donc le standard, qui est le LQAS, mais on va se concentrer sur les deux méthodes qui ont potentiellement été validées. Donc l'option 1, donc, quand je dis option 1, c'est une des deux qui a été validée, c'est la prévalidation sans une enquête LQAS. Donc, quel est l'objectif de ça? L'objectif, c'est de confirmer que tous les districts sont à risque faible de tétanos néonatal, comme rapporté par les pays à l'OMS, et identifier 4 ou 5 districts qui sont considérés comme les plus à risque de ne pas avoir atteint l'élimination du tétanos maternel néonatal, malgré les exigences de l'OMS. Et enfin, une décision est faite sur ces districts, mais il n'y aura pas de LQAS.
à cause des problèmes de sécurité. Dans ce type de contexte, hein, on ne peut pas effectuer l'option 1 qui est le LQAS, où on fait une prévalidation et ensuite on génère des preuves. Vous pouvez voir sur- on a besoin de vérifier ces données avec d'autres méthodes. Mais par exemple, dans un cas comme ça particulier où il y a des problèmes de sécurité, on s'arrête à l'évaluation de prévalidation. Diapositive suivante. Donc, quels sont les avantages de cette méthode en particulier? Donc, c'est moins d'exposition à la communauté par rapport à ce qui est demandé de l'enquête LQA. Il peut être possible d'utiliser dans des contextes qui empêchent l'utilisation de cette enquête à cause des problèmes de sécurité. Donc, on s'arrête au moment de la prévalidation. Donc, il y a moins de risques. Et c'est aussi possible d'éviter donc l'utilisation de l'enquête LQAS à cause de l'insécurité. Et on peut utiliser à la place peut-être du personnel local qui est connu à la communauté avec de l'aide à distance. Parce qu'on a toujours des collègues, hein, peut-être de l'OMS ou de l'UNICEF, hein, qui travaillent au niveau du pays, hein, qui peuvent donc évaluer certains des districts, mais qui ne peuvent pas aller dans les communautés en porte-à-porte, par exemple. Donc, on se, on se repose sur eux, on a besoin d'assistance. Donc, il y a des pays, des gens qui vont aller dans les pays, qui vont mener des évaluations sur place et qui vont former le personnel sur les standards de l'OMS, de l'UNICEF au niveau des districts. Et ensuite, ils vont créer donc un contexte de supervision. C'est ce qu'on a fait, par exemple, au Soudan, au Yémen, en novembre 2024. Ensuite, les exemples que j'ai utilisés, exemples d'utilisation, la région Mindanao des Philippines, par exemple, la région autonome, ou alors la région Somalie de l'Éthiopie. Il y a des valeurs prédictives qui sont positives. 71 des 76 LQA qui ont été menées ont montré une confiance dans les données euh, des évaluations de prévalidation de 93,5%. Donc, le problème, l'inconvénient, c'est que ça ne mesure pas le taux de mortalité liée au tétanos néonatal directement, comme on ne fait pas l'enquête LQACS. Donc, on utilise cette évaluation, l'équipe de l'évaluation et sa capacité à prévoir les résultats de l'enquête LQACS de façon fiable. Diapositive suivante. Donc, l'option 2. C'est l'audit du TTCV, des vaccins anti-tétanos hein, et des activités d'immunisation supplémentaires. Donc, on évalue la couverture sans faire une enquête. Donc, où est-ce qu'on utilise ça? C'est quand le problème de sécurité dans les districts sont trop sévères. Ça veut dire que personne, ni au niveau local, ni au niveau international, ne peut aller dans les districts. C'est utilisé dans les situations où l'un des problèmes de sécurité sont vraiment très graves. Donc, par exemple, certaines régions, quand il y a des conflits. Donc, dans ces zones, hein, les SIA sont souvent le moyen principal de vacciner les femmes en âge de reproduction. Dans quel processus? D'abord, on fait une revue de littérature et une analyse de risque pour identifier 4 à 5 districts à haut risque qui ont eu des activités d'immunisation supplémentaires. Et ensuite, on organise un atelier de 3 à 4 jours dans un endroit sûr, généralement dans la capitale. Donc, par exemple, à Bamako, où on a fait venir des collègues des districts, des collègues de l'UNICEF.
et des alliés au niveau, des collègues au niveau régional et au niveau national. Et là, il y a eu cette revue cet atelier qui a été fait. Ensuite, fait un audit de la qualité des activités d'immunisation complémentaires en utilisant des lignes directives structurées. Donc, à ce point-là, à ce stade, on n'a pas les lignes directives de l'OMS. Donc, on doit utiliser des lignes directives qui ont été faites par nos collègues. Donc, on espère que dans le futur, ces lignes directives seront produites et que le comité technique de l'OMS va le valider. Donc, avec cet audit, on regarde la planification, les budgets, les finances, et on regarde tous les aspects de la campagne, le financement. euh, Est-ce que les fonds sont arrivés au bon moment? Est-ce que les fonds étaient adéquats? Est-ce que les vaccins sont arrivés? Comment était la communication au niveau communautaire? Est-ce que les gens sont au courant? Quel genre d'engagement on a dans la communauté? Quelle était la situation? Est-ce que les vaccins étaient dans les bonnes quantités? Est-ce qu'ils sont arrivés au bon moment? Comment est-ce que ça a été géré? Est-ce qu'il y a des problèmes de qualité? Et la qualité ensuite de la mise en œuvre et de l'évaluation. Donc, nous avons ces fichiers Excel avec des questions pour chaque composant. Suivant. Maintenant, toujours sur cette option, quels sont les critères de validation? Donc, si vous vous souvenez du podcast, ça va être validé si l'audit a généré une preuve de couverture de plus de 80% pour le TTCV, pour chacune des doses vaccinales. Donc, on devrait pouvoir dire qu'au moins 80% des femmes en âge de reproduction ont reçu au moins 2 doses du vaccin pendant ces 3 campagnes de vaccination dans ces 4 à 5 districts dans lesquels l'audit a été mené. La décision, si l'audit montre plus de 80% de couverture, alors on valide l'élimination. Si l'audit ne montre pas 80% de couverture, alors la validation de l'élimination n'est pas effectuée. Si les conclusions de l'audit ne montrent pas élimination, alors une enquête de couverture est nécessaire, si c'est faisable. Mais est-ce que cette enquête peut être faite? Par exemple, au Mali, on avait l'atelier à Bamako. On a pu impliquer nos collègues au niveau des districts et, et ensuite certains d'entre nous qui étaient à Genève ou à l'UNICEF. Nous leur avons fourni de l'aide à distance pour les former sur la façon d'effectuer ces études. Donc, quand on a parlé à l'atelier à Bamako, pendant qu'on faisait cet audit SIA, on a aussi obtenu des informations. Donc, c'est possible dans la plupart des cas. Mais si une étude est requise, une étude de couverture est requise, mais n'est pas possible à cause du problème de sécurité, alors la conclusion, c'est que la méthode n'est pas conclusive et qu'on va alors on va demander des SIA correctives et voir la possibilité de recommencer le processus. Donc, quels sont les avantages potentiels? Ça donne des informations crédibles pour la décision d'alignation avec une exposition au risque qui est réduite. Donc, dans des situations où les problèmes de sécurité sont très sévères, il y a beaucoup de choses à considérer. Diapositive suivante. Donc, sur l'option 2, quelles sont les limitations? Les résultats de la méthode sont très conservateurs. Les doses reçues ne sont pas forcément considérées.
Donc, si on fait une étude de couverture en général, on a tendance à poser des questions aux femmes. Il faut également prendre en considération les doses qu'elles ont reçues. Donc, comme ça, les choses sont un petit peu plus complètes. Mais si on utilise juste cette méthode, qu'on ne regarde pas, par exemple, les doses de l'élimination de routine, ça peut être un peu trop conservateur avec des faux négatifs, par exemple. Et, euh, et si, par exemple, il faut une enquête de couverture, mais qu'elle n'est pas possible, alors on ne peut pas, c'est pas conclusif, on n'a pas vraiment une réponse. Donc, quelle est la logique pour cette option en particulier? C'est quelque chose qui peut être suffisamment fiable pour la validation dans le cas de forte insécurité. Les exemples, par exemple, d'applications, par exemple, dans la région du nord du Mali, où il y a beaucoup de conflits, ou au Nigeria également, où il y a des zones qui ne sont pas sûres. Euh, mais ça demande d'utiliser des moyens de communication quand ils sont disponibles. Par exemple, des téléphones portables qui peuvent être utilisés pour poser des questions. Euh, poser type de questions aux personnes sur place et comme les personnes dans la communauté. Donc ça, c'était les deux méthodes alternatives qui ont été présentées par le groupe expert. Donc maintenant, on a parlé de ces méthodes, des limitations, mais quelles sont les étapes suivantes à considérer? Les méthodes vont être déployées dans plus de pays, ça fait partie du programme. Et elles vont ensuite être déployées selon les besoins dans les 10 pays restants. Les lignes directives ont été mises à jour. Ça inclut les composants ça inclut justement les composants de ces méthodes. Nous n'avons pas encore de ligne directive de l'OMS pour mener les audits SIA. Donc, nous espérons qu'elles vont être développées par le comité technique de l'OMS. Et bien sûr, il faut réitérer l'importance d'utiliser la méthode standard de prévalidation, c'est-à-dire l'approche enquête LQACS quand c'est faisable. Vous avez entendu ça pendant le podcast. Par exemple, s'il y a une forte problème d'insécurité, mais il faut peut-être attendre que l'insécurité se termine avant vraiment d'effectuer l'approche de préférence qui est donc la LQAS. Si vous pensez que l'insécurité va se terminer. Quelles sont les implications pour nous? La validation de ces méthodes alternatives est très importante pour progresser, en particulier dans les environnements qui présentent beaucoup de défis. En prenant en considération les défis que nous avons dans certains pays, parce qu'elles offrent des approches pragmatiques pour évaluer le progrès et valider l'élimination, là où les méthodes d'enquête traditionnelles ne présentent pas suffisamment de sécurité ou sont impossibles à mettre en œuvre. Cependant, ces limites doivent être reconnues et bonne considération doit être donnée au contexte spécifique et au potentiel de conclusions plus conservatrices qui sont moins directes. Et enfin, on doit continuer à raffiner et à développer des protocoles robustes et des outils robustes qui vont permettre de faciliter la mise en œuvre de ces méthodes alternatives. Je crois que c'était la fin de ma présentation. Diapositive suivante. Oui, c'est ça, c'est la fin. Donc, merci beaucoup et je reviens vers vous, Diana. Diana, vous êtes sur mute. Merci pour cette présentation et ça a un petit peu plus expliqué ce qui était expliqué dans le podcast. Je sais, le podcast est très informateur, un peu riche, mais un petit peu rapide également. Et juste pour clarifier,
Parce que les options 4 et 5, juste pour être clair avec tout le monde, les 5 options dans le podcast, la première option, c'était en fait la méthode traditionnelle que nous utilisons depuis longtemps. Et ensuite, les 4 méthodes supplémentaires, on a fait référence aux méthodes alternatives sur lesquelles Nassir a juste desquels Nassir a mis en valeur les points forts, hein. Donc, par exemple, la prévalidation sans LQA, l'étude de cluster et l'audit. Donc, nous avons encore environ 20 minutes pour répondre à certaines questions et on a beaucoup de questions qui arrivent. Je ne sais pas si c'est juste vous, Nassir, qui allez répondre ou si Amadou ou François vont répondre également. Si vous voulez lire certaines des questions. Oui, peut-être ce que vous pouvez faire, c'est lire certaines des questions. Et entre François, Amadou, moi, on va essayer de répondre à certaines questions. Donc, Diana, on a reçu des questions. Est-ce que vous avez ça? Oui. Alors, nous avons une question. Est-ce qu'il y a eu des efforts effectués pour tester l'évaluation de prévalidation seule et ou l'approche SIA dans des pays, des communautés où les LQA, les études de cluster sont possibles, afin de mieux comprendre là où ces deux approches, les approches alternatives, sont alignées avec les résultats de validation traditionnels et mettent en valeur les points forts et les points faibles de ces méthodes alternatives. Oui, merci beaucoup, Diana. Je vais répondre un peu et ensuite je laisserai la parole à Madou et François. Donc, si j'ai bien compris cette question, on veut, par exemple, voir ça dans un pays, dans un endroit où il n'y a pas de problème de sécurité pour voir un petit peu en comparaison aux standards. Est-ce qu'on a fait ça? Donc, la réponse est non. Nous avons effectué ça dans 9 pays et il y a eu des fortes perturbations dues à la Covid entre 2020-2022. Donc, donc, si on pouvait vérifier l'efficacité de cette nouvelle approche, c'est peut-être quelque chose qu'on pourrait considérer à l'avenir, effectivement, pour en faire une comparaison. Mais je sais qu'il y a des pays qui ont essayé de valider ça dans leur pays. Amadou, qu'est-ce que vous en pensez? De fait, hein, par défaut, pour répondre à cette question, sur les 76 évaluations de prévalidation qui ont été effectuées et qui ont recommandé qu'il y ait une enquête de confirmation, de validation qui est effectuée, 72, 72 ont effectivement été validés. Donc, par défaut, effectivement, on a répondu à cette question. Parce qu'il y a eu 76 évaluations de prévision qui ont été faites, hein, et il y en a certains qui n'ont pas forcément demandé une enquête de validation. Et c'était une approche à risque élevé. Les risques étaient... Et quand on voit que les risques sont élevés, on essaye de recommander d'autres méthodes, de faire les comparaisons. Par exemple, voir qui a eu les 3 doses de vaccin. Mais on a trouvé que sur les 76 pays qui ont recommandé une enquête de validation, il y en a 72 qui ont réussi, seulement 4 qui ont échoué. Donc, ça veut dire que de fait, les évaluations de validation, à un certain degré, c'est un processus quand même très intense. Donc, c'est quasiment certain, finalement, que le pays va passer la validation. Donc, je dirais que de fait, oui, nous avons finalement déjà fait ça. D'accord, merci beaucoup, Amadou. Et juste pour ajouter quelque chose, parce que la question, c'était 2 options.
pas la prévalidation, mais aussi la SIA, l'audit de qualité SIA. Donc, pour répondre à ça, qu'est-ce que vous avez vu? Par exemple, récemment, nous avons effectivement fait des revues, nous avons vu ces données. Par exemple, dans la région du Cachemire, du Pakistan, et on se base sur les données que nous avons se basent finalement sur la vraie couverture. Et pas forcément, et donc on se base sur les pays à haut risque qui n'ont pas forcément été évalués. Mais dans certaines provinces du Pakistan, nous avons regardé les données liées aux décès, liées aux inondations de routine, considéré l'opportunité de vacciner les femmes en âge de reproduction dans ces provinces. Et l'audit de la qualité du TTSS n'a pas forcément été fait, mais c'est quelque chose qu'on devrait peut-être considérer. Mais les pays qui ont été validés, par exemple ceux où il y a eu des validations post-évaluation, c'est quelque chose qu'on doit faire, hein, mais je pense que ça va poser un très gros défi. On n'a pas forcément les ressources pour ça. Merci. Oui, je voudrais juste ajouter à nouveau, vous avez déjà mentionné les efforts, hein, les efforts dans la région, dans des régions autonomes. Après avoir atteint l'élimination, il y a 15 régions qui ont accepté une méthode alternative. Et l'optique, c'est très inhabituel de dire que toutes les régions ont atteint de l'élimination. Nous avons eu des conversations sur le fait qu'il devrait y avoir peut-être des prises de décisions qui devraient être dévolues à quelqu'un d'autre pour faciliter un petit peu l'évaluation. Mais parce que la couverture, à cause des problèmes de sécurité, n'était parfois qu'un seul chiffre. Mais il y a eu différentes méthodes utilisées dans les régions. Par exemple, nous avons évalué la couverture dans certains districts et nous avons vu qu'il y avait plus de 80% de couverture. Mais ça, c'était lors de la dernière évaluation, avant les problèmes de sécurité. Et cette méthode pour calculer la couverture a été mise en œuvre pour valider l'élimination. Et dans ces domaines, il y a des bombes, il y a des explosions. Donc, il faut faire très attention. Et on dit qu'il n'y a pas d'endroits qui sont non gouvernés dans le pays. Parce que même dans les problèmes de conflit, il y a des gens qui existent, il y a des professionnels de la santé qui travaillent, et il y a toujours un lien vers les leaders, même dans les conflits armés. Donc, même dans cette situation. Et donc, on peut quand même faire cette validation malgré le conflit. Et les pires pays, les pires districts avaient quand même 80% de couverture. Si les efforts précédents avaient une couverture seulement d'un chiffre. D'accord, merci Madou pour ces informations supplémentaires. Je vais passer la parole à Diana pour la question suivante. Oui, juste, j'avais cru comprendre que cette question venait de David Brown pour savoir si on était revenu sur les 76 justement enquêtes et qu'on avait appliqué, voir si on avait appliqué une méthode alternative pour comparer les résultats. Donc oui, pour la prévalidation, mais pas pour la SIA. Et je me demandais juste, est-ce que c'est possible même de faire ça, Nassir? Est-ce que c'est possible de retourner, par exemple, dans ces 76, là où ces 76 évaluations ont été faites, est-ce que c'est possible de reconsidérer les données du SIA et de les superimposer sur les 76 et de voir si c'est possible de comparer
voir si on peut avoir un alignement, avoir une confirmation. Je crois que vous diriez peut-être oui, mais oui, alors de nouveau, cette question, donc dans certaines mesures, si on regarde la méthode elle-même, si on regarde la méthode de validation, donc la première chose, c'est qu'une fois que la campagne est complétée, on fait l'analyse de risque montrant que tous les pays ont, par exemple, moins d'un cas de tétanos par 1000 naissances. Donc, ensuite, il y a la couverture administrative qui indique qu'il y a au moins 2 doses qui ont été atteintes. Donc ça, ce sont les déclenchements. C'est ce qui va déclencher le fait de dire oui, OK, maintenant, on va passer au LQACS. Donc la question, c'était, si on retournait en arrière pour regarder ça. Pour regarder, donc, c'est 49 pays. Au moment où on a mené donc cette préévaluation, quand on regarde la qualité, est-ce que ces pays auraient passé, auraient été validés, le LQAS? Oui, parce que si on n'avait pas eu la couverture, alors nous n'aurions pas considéré la validation, le processus de passer à l'étape suivante. Donc, cette question, ce serait plutôt qu'on devrait commencer à réfléchir là-dessus, en fait, sur ce processus. Donc, oui, est-ce qu'on peut passer à la question suivante plutôt? Oui, d'accord. Donc, les personnes écrivent sur le chat. Merci beaucoup à Amadou qui a répondu à des questions spécifiques. Donc, maintenant, la question, puisqu'on parlait de prévalidation, on va prendre la question suivante. Est-ce que vous pouvez répéter donc la prévalidation, les étapes de prévalidation? Est-ce que vous pouvez remettre l'emphase là-dessus? Oui, merci, Diana. Donc, comme indiqué dans la présentation, la première option, donc l'option 1, quand elle n'est pas possible dans les contextes de sécurité. Donc quand je dis option 1, c'est l'option 1 des 2 qui ont été potentiellement validés. Donc l'option 1, c'est une évaluation de prévalidation sans le LQS, CS. Donc ça veut dire que la méthode normale qu'on utilise pour la prévalidation, on va l'utiliser à nouveau. Donc, on n'a pas, par exemple, besoin d'aller jusqu'au LQACS, hein. Donc, quelles sont les étapes? On voit les pays qui ont complété, donc qui ont complété la prévalidation et qui ont montré une couverture de plus de 80% dans ces districts. Et ensuite, si c'est possible, on essaye de trianguler les données au niveau administratif. Donc voilà, ça, ce sont les exigences. Donc maintenant, le processus. Je ne sais pas si on a le temps de décrire le processus en entier ici, mais c'est l'objectif. Donc voilà, je peux revenir vers vous et partager davantage donc, sur les étapes nécessaires dans le processus de prévalidation. Je vous passe la parole, Diana. Il me semble qu'il y avait une question avant ça. Diana, c'est à vous. Ah, vous êtes sur mute. Vous êtes mutée, Diana. Vous êtes en silencieux. Vous êtes en silencieux, Diana. Diana? Diana, on ne vous entend pas. Bon, donc on va prendre une question de Alain Dacinko. D'accord. Qui dit merci beaucoup pour ce webinaire. Ma question, c'est si les indicateurs de surveillance sont très mauvais, est-ce que le pays peut quand même passer la prévalidation? Ou est-ce que la prévalidation peut être délayée jusqu'à ce qu'il y ait des meilleures données? On essayera peut-être, je vais essayer de répondre à ça. Et initialement, quand on a commencé cette initiative, donc on s'est concentré sur la surveillance pour éliminer la validation. Mais la surveillance, ça peut être une situation un petit peu compliquée. S'il n'y a pas de cas rapportés, si c'est vraiment 0 cas rapporté, est-ce qu'il y a vraiment 0 cas qui sont rapportés ou est-ce qu'il y a des problèmes dans le système de supervision? Donc, on va devoir considérer ça.
Et on doit vraiment considérer les indicateurs dans les zones très difficiles d'accès. Donc, la surveillance dans l'évaluation, l'importance, on ne sait pas toujours si tous les cas sont rapportés, si les cas sont là ou s'ils ne sont pas rapportés, parce que le système de surveillance n'est pas forcément bon. Donc, on met vraiment mettre l'emphase sur la prévalidation, l'évaluation de prévalidation. Ce sont des indicateurs vraiment clés sur le tétanos, les décès liés au tétanos. Et donc, d'avoir les données sur la couverture, les indicateurs donc sur la santé maternelle et néonatale. Est-ce qu'il y a eu des bonnes conditions au niveau de l'accouchement, par exemple? Est-ce qu'il y a eu des bonnes données au niveau de l'accouchement? Voilà, à vous, Nassir. Ça dépend de beaucoup de choses. Oui. Merci beaucoup, Anadou. Je crois que Diana essaye de se reconnecter. Elle a eu un problème de connexion. Donc, on va juste continuer maintenant. Je ne sais pas si on a d'autres questions dans les questions et réponses. On a Daoudi. Alors, sa question, c'est si les pays font une SIS, est-ce qu'il y a la possibilité d'intégrer également la polio, au résultat? C'est à vous. Donc, le LQACS dans la campagne polio, c'est un processus, une activité qui doit être faite pendant la mise en œuvre pour évaluer 10 foyers sur une communauté pour savoir s'il y a au moins 8 de ces foyers qui ont été vaccinés ou non. Et s'il y a plus de 2 foyers qui ne sont pas vaccinés, alors il faut prendre des mesures proactives et visiter les communautés pour les vacciner. Donc ça, c'est un LQACS qui est très léger. Euh, on regarde, euh, on regarde là où ça a été mis en œuvre. Ensuite, on détermine la taille de l'échantillon. On visite pendant un certain nombre de jours pour collecter les données, faire l'analyse. Ça, c'est pour la tétanos, alors que pour la polio, c'est au niveau de la mise en œuvre du vaccin contre la polio et on voit un petit peu les mesures à prendre. Donc, on peut pas, on mixe pas les deux. Oui, merci beaucoup, Amadou. Oui, on doit aussi savoir un petit peu les objectifs des deux enquêtes, finalement, des deux initiatives. Pour le polio, quand vous dites il faut évaluer la qualité de la campagne menée et voir un petit peu, c'est une enquête qui est menée. Alors que pour le MNTE, l'élimination du tétanos maternel néonatal, notre objectif, c'est d'identifier les décès. Donc, les processus sont similaires, mais les objectifs sont très différents. Donc, on ne peut pas les combiner. Ok, Diana, vous êtes toujours en silencieux. Oui, désolée, il y a un démon dans mon ordinateur qui n'arrête pas de... Je suis sur mon téléphone maintenant et je suis vraiment désolée. Je ne sais pas si vous avez pu répondre aux questions sur la surveillance. Oui, Amadou l'a fait. Ensuite, on avait une question sur la possibilité de combiner l'enquête polio et celle sur le tétanos. On essaie d'y répondre. J'espère que ça a répondu à votre question, Daoudi. On continuera séparément plus tard, sinon. D'accord. Et avant de disparaître, j'avais vu que Meseret avait ajouté des réflexions sur la SIA, sur l'audit SIA dans les commentaires. Donc, je ne sais pas, Meseret, si vous vouliez dire ça à l'oral, commenter là-dessus. Est-ce que les participants peuvent parler? Je ne sais pas. Est-ce que vous pouvez l'enlever de mute, Alex? Meseret Shibeshi, je crois. Meseret, vous pouvez parler. Est-ce que vous pouvez m'entendre?
Merci beaucoup, Nassir, Amadou et Alex. Excellente section de rattrapage. Donc, Nassir, je voulais parler d'un pays qui a une très bonne LQSAS, mais ensuite, à cause du déplacement de la population et de l'insécurité, il y a eu beaucoup d'activités et des indicateurs indus qui sont un petit peu en retard, mais leur SIA est excellente pour cette situation. Donc, nous, on est un petit peu coincés. Les ressources bougent, les données sont difficiles à retrouver, on est coincé. Mais la meilleure option, ça aurait été la QASS. Oui, merci. Donc, Messeret, merci pour votre contribution. Juste une seconde. Je voudrais dire justement, on retarde de cela et quel est l'impact? Donc oui, on a donné 3 zones. Et si on passe 6 ans, 7 ans, qu'on attend, on risque de nouveaux risques si on continue à délayer. Donc même dans ces pays, il faut quand même appliquer une méthode d'excellente pour ces pays. Donc voilà, je vous remercie d'avoir donné l'opportunité de parler. Merci beaucoup, M. Serret. Je reviens vers vous, Diana. Et Amadou? Oui. François? Il est aussi sur mute, hein. Euh, Alex, si vous pouvez laisser François Gaz parler. Oui, pendant qu'Alex fait ça, pour est-ce qu'on peut peut-être passer à la question suivante? Parce que je suis sûre que François a beaucoup de pensées, beaucoup de réflexions sur certaines des questions et je pense que ça va devoir être notre dernière question. Donc, cette question, c'est sur les leçons principales qui ont été apprises justement de la réalisation de l'élimination du tétanos qui peuvent être appliquées à des vaccins futurs, par exemple. Donc, je ne sais pas, Amadou, Nassir, si vous avez des pensées que vous voulez ajouter, ensuite on peut passer à François. Oui, merci beaucoup, Diana. Et je pense que l'expérience que nous avons eue dans cette campagne et sur les vaccinations de routine chez les femmes enceintes, chez les femmes en âge de reproduction, euh, c'est un petit peu le standard hein, pour les vaccins maternels futurs. Hein, et je pense que c'est quelque chose qu'on doit vraiment documenter, très bien documenter, sur les plateformes pertinentes qui pourraient être utilisées. Je crois que beaucoup des pays, dans beaucoup de pays, il y a eu le vaccin anti-tétanos. On sait qu'il y a eu également le vaccin contre le papillomavirus également récemment ici. Mais on a beaucoup de littérature, on a beaucoup de documents, situations sur la vaccination maternelle. Amadou ou François, merci pour la question. Quand je regarde les recommandations, par exemple sur la protection qui est accordée contre le tétanos, et quand on donne les 3 premières doses du vaccin DTG, également ses composants, le rappel qui est recommandé pendant la deuxième année de vie, également, les vaccins contiennent du DTG. Ensuite, il y a les doses qu'on donne à l'entrée à l'école. Et enfin, la dernière dose pendant les 15 années. Ça donne une opportunité vraiment de vacciner les enfants
On a vu au cours des années que les garçons en particulier ou les hommes n'ont pas l'opportunité de se faire vacciner contre le tétanos plus tard dans la vie. Donc les doses de rappel recommandées pour le tétanos sont pour les garçons et les filles. Le calendrier de la dernière dose, ça peut être au même moment que le papillomavirus, donc ça peut être intégré. Donc ça, c'est au moins une des opportunités principales ou des leçons apprises au niveau des services de santé à l'école dans certains pays. Il y a certains endroits où c'est très établi, comme en Indonésie, en Malaisie, etc. Et cette opportunité devait être utilisée de façon exhaustive pour s'assurer qu'on ne se concentre pas seulement sur le papillomavirus, hein, mais également que les filles aient l'opportunité. On sait également que les doses qui sont données euh, ajoutent à la protection, plus tard ajoutent à la protection. Donc même si il y a une ou deux doses qui sont données lors de la grossesse, alors peut-être qu'il y aura une meilleure immunité qui sera accordée. Voilà. Merci beaucoup, Amadou. Et Diana, je ne sais pas si vous voulez laisser Laura parler, peut-être pour partager sur la santé maternelle pendant quelques minutes. Oui, on a juste 10 minutes et je crois que je dois m'excuser, Laura, mais je crois qu'on voulait laisser la parole à François et ensuite à Madou. Et nous avons les questions dans le chat, hein. Les questions d'Ndonde dans le chat, hein. Désolée, j'avais pas vu ça, donc je ne la vois pas. Donc, ma question, c'est pendant une réponse au cas de tétanos maternel et néonatal que j'ai rencontrés et qui sont au-delà du seuil d'élimination, quel est l'intervalle idéal entre la deuxième campagne et la troisième? Est-ce que c'est 6 mois ou est-ce que ça peut être fait après un mois? Donc, ça, c'est selon les lignes directives de l'OMS, hein. Donc, la question, c'est quel est l'intervalle à donner entre les doses, hein, lors d'une campagne de vaccination. Ok, donc d'habitude, pour ça, il y a 3 doses à donner. La première dose doit être donnée au premier contact, donc la première activité. La deuxième dose, hein, c'est 4 semaines plus tard, mais c'est un intervalle minimum, hein. Donc ça peut être donné, c'est un intervalle vraiment minimum. Donc si ça peut être donné plus tard, hein, alors c'est bien. Mais le plus long l'intervalle entre les doses est, la meilleure la réponse immunitaire est. Mais ça ne doit pas être, ça ne veut pas dire qu'il faut les retarder de façon non nécessaire plus longtemps que nécessaire, hein. Euh, c'est pour ça qu'il y a des calendriers qui sont suggérés. Voilà. Ok, merci beaucoup. Je vous passe la parole, Diana. Oui, donc juste François, si vous vouliez dire quelque chose avant de repasser la parole à Madou. Oui, merci. Est-ce que vous pouvez m'entendre? Non, merci pour cette session qui est très intéressante et on voit qu'il y a des défis à l'avenir. Et je veux dire, si on veut se concentrer sur le sujet principal qui était la validation, grâce à la prévalidation uniquement, de toute évidence, la prévalidation doit être aussi bonne que possible pour qu'on puisse faire confiance aux résultats. Donc, la prévalidation inclut d'avoir une évaluation rapide dans les districts sélectionnés, les comités sélectionnés pour
s'assurer du niveau de couverture. Par exemple, avec une SIA, ce serait la stratégie principale pour avoir un bon niveau de couverture. Il y a des choses peut-être qui n'ont pas été mentionnées, mais il y a eu une double vérification qui a été faite. Par exemple, 80% de couverture. Est-ce que c'est compatible avec l'élimination du tétanos néonatal? Et il y a eu une révision des études précédentes qui a prouvé que 80% de protection avec le vaccin contre le tétanos, selon les rapports ou selon les enquêtes, là je ne parle pas de pas d'enquête, c'était compatible avec le statut d'élimination. Ce qui veut dire que, que de faire par exemple un IQA pour la protection contre le tétanos, c'est très important dans le contexte de la prévalidation. C'est pour que ce soit pertinent. Par exemple, nous étions ravis de voir qu'il y avait eu une étude qui a été faite au niveau national au Nigeria, qui a révélé un niveau extraordinaire de protection contre le tétanos qui n'est jamais apparu dans les rapports, ni dans les données ou dans d'autres sources. C'était 88,9% des femmes au niveau national au Nigeria qui étaient protégées contre le tétanos, alors qu'il n'y avait que 60% de rapports. Et ça, c'est le problème de comment faire confiance aux données rapportées sur le tétanos quand on analyse les performances d'un district. C'était ça la question. Et les enquêtes au Nigeria ont permis de prévalider et de quand ça a été fait dans tous les districts. Et ça veut dire qu'il y a une partie du nord où c'est des domaines à haut risque, où il y avait les niveaux de protection les plus bas qui ont confirmé le besoin du SIA de qualité dans le domaine. Mais en résumé, pour dire que la prévalidation, quand ça devient un outil, il faut que l'outil soit très précis, comme Nassir l'a mentionné, pour s'assurer que le protocole est à jour et bien exécuté et qu'on peut faire confiance aux résultats. Maintenant, en termes de ligne directive sur l'audit, comme Nassir l'a dit, c'est pas toujours précis et ce serait bien de trouver une façon de développer des lignes directives, de faire un test pilote et de faire une vérification avec les enquêtes. Il faudrait que ce soit un minimum pour s'assurer que ça reflète le niveau de protection contre le tétanos attendu. Et également, une chose que je voudrais ajouter, c'est que ce qui s'est passé dans le passé, dans des pays où c'est relativement faisable de valider, prévalider, il y a des pays, par exemple, dans certains districts, il y a eu des problèmes de système de santé, mais ce n'était pas vraiment des pays à mauvaise performance. Maintenant, on parle de pays qui sont beaucoup plus compliqués, avec un système de routine beaucoup moins valide, ce qui fait que c'est plus un défi de valider ou de prévalider. Voilà, je repasse la parole. Voilà, très clair. Merci beaucoup, François. Il nous reste 4 minutes, donc je voudrais redemander à Amadou de terminer ou de peut-être mettre l'emphase sur certains points ou de parler de l'initiative en général. Merci, merci à tous nos collègues d'avoir trouvé le temps d'être avec nous aujourd'hui. Donc, nous avons 59 pays où, déjà 49 pays où, donc, qui ont 49 pays où l'élimination du tétanos maternel et néonatal a été validée. Sont des pays, il reste 10 pays où il y a des défis, pas seulement pour le tétanos, mais pour d'autres maladies que nous pourrions prévenir également. Nous avons vu certains des indicateurs qui doivent être atteints pour faciliter l'élimination. Par exemple, 80% de couverture contre le tétanos ou au moins 3 campagnes mises en œuvre. Au moins 80% des femmes en âge de reproduction ont reçu 2 doses de vaccin pour être protégées.
Nous avons vu 5 options de validation qui ont été présentées. Deux d'entre elles, en particulier dans les endroits très difficiles à atteindre, les zones de conflit, là où l'accès est compromis. C'est très important de faire une évaluation de prévalidation. Comme François l'a dit, c'est un processus intensif. Il faut des évaluations sur le terrain. Et nous avons déjà vu des valeurs prédictives pour les évaluations de prévalidation pour pouvoir confirmer l'élimination. Euh, Nous avons vu donc ces options pour valider l'élimination dans certains contextes. Il y a des options qui sont acceptées, de la plus acceptée à la moins acceptée. De l'option 5, par exemple, c'est la moins acceptée, mais c'est quand on ne peut pas atteindre des communautés, qu'on doit peut-être faire une évaluation de la couverture au travers d'audits. Voir là où il y a déjà eu 3 campagnes. Mais on veut voir là où il est probable que 80% de couverture a été atteint. Dans certains contextes, ça nous rend la décision plus simple une fois qu'il y a eu beaucoup d'informations sur la couverture. Et il y a des contextes qui posent vraiment beaucoup de défis. Et si on peut se concentrer sur renforcer le système, en particulier le système d'élimination, aussi s'assurer que les accouchements se passent en toute sécurité également. Ce sont des défis auxquels on doit s'attaquer et sur le temps. Et maintenant, voir quelles sont les opportunités d'effectuer des évaluations qu'on peut intégrer en termes d'indicateurs, en termes d'élimination du tétanos, et qui peuvent servir. Et quand on regarde vers l'avenir, on sait qu'on est dans des situations où il nous faut du financement. On a eu de la chance d'avoir de l'aide de Gavi, de la Fondation Gates. Et on doit soutenir les initiatives sur le long terme pour pouvoir continuer l'initiative. Ce... Maintenant, on a vraiment des associations caritatives qui soutiennent vraiment l'initiative. Donc, voilà, merci d'avoir assisté à cette présentation. On fera savoir un petit peu ce qu'on va continuer à faire, les activités standards qu'on va continuer à effectuer. Quand il y a des districts qui sont à haut risque, par exemple, nos efforts pour mettre en œuvre des campagnes pour réduire les risques dans ces districts, mais renforcer le système en général, quand je l'ai mentionné avant, ce serait la façon idéale de faire les choses. Mais en tout cas, on va vous tenir au courant des perspectives futures. Nous connaissons bien les défis pour le moment et du coup, on espère que les choses vont s'améliorer à l'avenir et qu'on peut continuer nos activités. Voilà, je vous remercie beaucoup de votre participation et on restera en contact. Je passe la parole à Diana. Merci beaucoup, Amadou. On est un petit peu après 14 heures. Je remercie tout le monde d'être resté pendant 90 minutes. C'était très stimulant intellectuellement, cette conversation, très riche, basée sur vos contributions, vos questions. Je pense qu'on a tous appris quelque chose sur l'intelligence artificielle. Donc, merci Nassir et Alex pour ce podcast intéressant. Peut-être qu'on devrait faire un séminaire TechNet pour tous nous apprendre à utiliser l'intelligence artificielle, hein, pour synthétiser notre travail. Et puis enfin, si je peux juste prendre un moment pour vraiment honorer et remercier Nassir Youssouf, hein. J'aimerais annoncer à tout le monde que Nassir Youssouf
prend sa retraite cette année. Son dernier jour avec l'UNICEF et l'OMS sera sur le 30 juin. Et je veux juste prendre cette opportunité d'exprimer ma gratitude, de lui exprimer ma gratitude pour tout le travail qu'il a fait sur l'élimination du tétanos au cours des dernières années. Et ceux qui le connaissent depuis longtemps connaissent son engagement et son dévouement au cours des 2 à 3 décennies pour les campagnes d'immunisation élargies. Merci beaucoup. Et merci à vous d'être resté avec nous pendant ce podcast et ce webcast. Et bon mercredi. Au revoir. Au revoir.